Ouais, comme ça. Donc voilà, on fait une présentation sur la vaccination contre le papillomavirus et puis ensuite une petite séance questions-réponses auquel on assistera tous. Et puis le docteur Dréan qui est là aussi répondra avec moi en fonction de vos questions. Alors, donc le papillomavirus, qu'on appelle aussi HPV pour Human Papillomavirus, et hop, je vais faire comme ça. Voilà, est un virus responsable ce qu'on appelle d'une infection sexuellement transmissible, mais également connoté comme étant un marqueur d'activité sexuelle, puisqu'on sait que 80% de la population sexuellement active va le rencontrer au cours de sa vie. Il en existe 200 types différents. Une quarantaine ont un attrait particulier pour les muqueuses, qu'elles soient anales, génitales ou orales. Et une douzaine de ces papillomavirus ont un haut risque oncogène, c'est-à-dire responsable de cancer ou pouvant en tout cas engendrer des cancers. La transmission de ces papillomavirus se fait essentiellement par contact avec la peau et les muqueuses, notamment lors des rapports sexuels, avec ou sans pénétration. Il est aussi important de noter que le préservatif ne protège que partiellement de ce virus puisqu'il est très petit et donc il passe à travers les pores de ce dernier. 90% des infections détectées par le papillomavirus sont éliminées naturellement dans les 2 ans et la majorité des infections à HPV sont asymptomatiques. Par contre, lorsque l'infection par certains papillomavirus à haut risque persiste, elle peut entraîner le développement de lésions précancéreuses et cancéreuses qui vont atteindre le col de l'utérus, l'anus, l'oropharynx, la vulve, le vagin, le pénis, la cavité orale et le larynx. Dans le cas d'une infection persistante par le papillomavirus à haut risque, un cancer met 15 à 20 ans à se développer, essentiellement là pour le cancer du col de l'utérus. Il est important de noter que chaque année en France, on dénote 6300 nouveaux cas de cancer liés au papillomavirus, dont près d'un tiers des cas sont des hommes. 3000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus à peu près par an, qui sont responsables d'environ 1000 décès. Dans plus de 99% des cas, les cancers du col de l'utérus sont dus au papillomavirus. Alors, il existe différents moyens de prévention. La prévention primaire, c'est la vaccination. La vaccination, elle concerne beaucoup de monde. Elle a été étendue récemment aux garçons et désormais, elle concerne toutes les filles et tous les garçons de 11 ans à 14 ans révolus. Mais un rattrapage est possible pour tous les adolescents et jeunes adultes de 15 à 19 ans révolus, ainsi que jusqu'à l'âge de 26 ans pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. La prévention secondaire, c'est le dépistage qu'on connaît pour les femmes uniquement à partir de 25 ans pour le cancer du col de l'utérus. Alors, il y a plusieurs formes de dépistage, mais en pratique, le geste est le même. C'est juste que de 25 à 30 ans, on analyse les cellules et de 30 à 65 ans, on recherche le papillomavirus par le test HPV. Mais la technique est la même, c'est un frottis en fait du col utérin. La vaccination, elle ne protège pas contre tous les papillomavirus liés au cancer du col de l'utérus. C'est pourquoi le dépistage doit être réalisé de 25 à 65 ans, que l'on soit vacciné ou non. En France, en décembre 2020, seule une adolescente sur 3 avait reçu un schéma complet. En Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est près de 80% des jeunes filles qui sont vaccinées depuis 2008. En Espagne, au Portugal, en Belgique, en Norvège, en Suède et en Angleterre, la couverture vaccinale est supérieure à 80%. En France et ailleurs d'ailleurs, on a 2 vaccins qui sont disponibles. Je parle rapidement du Cervarix qui est un bivalent qui protège contre le 16 et le 18, mais je vais surtout parler du Gardasil 9 qui est un vaccin non avalent et pour lequel maintenant, voilà, les recommandations sont vraiment essentiellement
focus sur celui-là, puisque il protège de beaucoup plus de sérotypes et de génotypes que le Cervarix. Donc, toute nouvelle vaccination contre les papillomavirus doit se faire désormais avec le vaccin Gardasil 9, puisqu'il est utilisé dans la prévention des lésions précancéreuses du col de l'utérus, de la vulve, du vagin et de l'anus, et des cancers du col de l'utérus et de l'anus dus à certains papillomavirus. Il est également utilisé dans la prévention des verrues génitales, qu'on appelle les condylomes, dus à des papillomavirus spécifiques, le 6 et le 11. Ce vaccin, il est pris en charge à 65% par l'assurance maladie pour toutes les filles et tous les garçons âgés de 11 à 14 ans et en rattrapage jusqu'à 19 ans révolus, ainsi que jusqu'à l'âge de 26 ans pour tous les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Un vaccin, une dose de Gardasil 9, coûte 115,84 €. Rapidement, pour parler du mécanisme du vaccin, ce vaccin, il mime des particules virales qui ne contiennent ni ADN ni matériel génétique et qui ne peuvent donc ni se multiplier ni se développer dans les cellules et donc qui n'ont aucun pouvoir oncogène. Après la vaccination, le système immunitaire il va produire des anticorps en grande quantité et donc inactiver les protéines virales quand il les rencontrera. Le schéma de vaccination, il est différent selon l'âge à laquelle la vaccination est initiée. Donc, si la vaccination est débutée entre 11 et 14 ans révolus, on fait un schéma en 2 doses, à 0 et à 6 mois. Lorsqu'elle est débutée entre 15 et 19 ans révolus, on fait un schéma en 3 doses, à 0, 2 et 6 mois, qui est le même schéma pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, donc jusqu'à 26 ans révolus. À savoir qu'il s'agit ici d'intervalles minimum. Il n'y a pas une obligation stricte à respecter les délais. Si c'est entre 0 et 7 mois, il n'y a pas de souci. Ce sont des intervalles minimums. Et l'idéal, c'est de respecter ce schéma en moins d'1 an pour une efficacité la plus complète possible. Rapidement, le Cervarix qui est à utiliser uniquement chez les filles pour un schéma vaccinal initié avec ce vaccin. Donc, un schéma vaccinal débuté entre 11 et 14 ans révolus, c'est 2 doses entre 0 et 6 mois également. Et une vaccination débutée entre 15 et 19 ans révolus, 3 doses sur un schéma 0, 1 et 6 mois. Les principales contre-indications de ce vaccin, évidemment, les allergies aux substances actives ou à l'un des autres composants du vaccin, ou en cas d'antécédent de réaction allergique à une précédente injection. Il est important aussi de préciser, comme pour les autres vaccins, que la vaccination elle doit être différée en cas de maladie aiguë avec fièvre. Alors, les effets indésirables, on sait qu'en France, on a beaucoup de réticences qui viennent des craintes autour de ces effets indésirables. Maintenant, on a presque 15 ans de recul, on sait que ces effets, ils existent. Il est rapporté des effets indésirables mineurs qui sont communs à tous les vaccins injectables. Ceux qui sont très fréquents, effectivement, les réactions au site d'injection. Et puis ceux qui sont moins fréquents, mais qui le sont quand même, ce sont les effets généraux comme la fièvre ou des douleurs musculaires ou articulaires. Des effets heureusement beaucoup plus rares, des réactions allergiques graves qui surviennent lors d'un cas sur 450 000 vaccinés et même 1,7 cas par million de doses pour l'OMS. Ça peut arriver et en général ça survient très tôt après l'injection. C'est pour ça qu'une surveillance de 15 minutes est recommandée après une injection. Et puis les réactions dites psychogènes, c'est-à-dire en général tout ce qui va concerner le malaise vagal, lorsqu'on sait qu'il y a une anxiété anticipatoire liée à cette injection, on a une réaction qui peut survenir, mais fort heureusement sans gravité. L'OMS a conclu qu'il n'y avait pas d'augmentation du risque de maladie auto-immune en lien avec le vaccin HPV. C'est important de le signaler aussi parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de craintes vis-à-vis de ça et l'OMS a statué vis-à-vis de toutes les études qui ont été faites et a été plutôt rassurante. L'aluminium, qui est aussi un vaste débat dans les vaccins et son utilisation. L'aluminium, c'est un adjuvant qui permet de booster la réaction et la réponse immunitaire et donc d'assurer l'efficacité du vaccin.
Il est utilisé dans le monde entier depuis 90 ans. On a un recul d'utilisation maintenant largement suffisant, avec des centaines de millions de doses injectées depuis, et pour lequel il n'a jamais été démontré qu'il pouvait être associé à des maladies particulières. La quantité d'aluminium contenue dans une dose de vaccin va de 0,3 à 0,8 mg, ce qui est plutôt négligeable au regard des teneurs dans l'alimentation, notamment dans le lait maternel ou artificiel. Et à titre de comparaison, 2 carrés de chocolat contiennent déjà 0,4 mg d'aluminium. En 2019, l'OMS considère l'hésitation vaccinale comme une des 10 plus grandes menaces pour la santé de l'humanité. Et actuellement, on sait qu'on a plus de 300 millions de doses qui ont été distribuées dans le monde et qu'aucun événement indésirable préoccupant n'a été signalé depuis la mise sur le marché du vaccin à HPV. L'efficacité attendue, comme vous pouvez le voir ici, la fréquence des papillomavirus à haut risque concernant les cancers et essentiellement le cancer du col de l'utérus, on se rapproche là clairement de 100%. La protection par un vaccin bivalent, elle est ici. Et la protection par le vaccin non avalent, donc le Gardasil 9, qui est maintenant désormais recommandé pour toute initiation vaccinale, est autour de 90% de protection pour tous les cancers. Cancer du col, de la vulve, du vagin, de l'anus et du pénis. C'est important aussi ici de rappeler qu'effectivement, l'obligation vaccinale n'est pas là, c'est un conseil forcément, et qu'on a beaucoup parlé de la vaccination des filles, mais on parle aussi des garçons désormais, et on voit bien qu'il y a une protection apportée par ce vaccin pour les garçons. Les premiers impacts de la vaccination contre le papillomavirus ont été démontrés. En 2020, on a une étude qui retrouve une réduction significative de 88% du risque de cancer du col de l'utérus si la vaccination a été réalisée avant 17 ans, de 53% si la vaccination a été réalisée entre 17 et 30 ans. Donc, on voit bien l'importance de vacciner les plus jeunes. Avant, on parlait de vacciner avant les premiers rapports sexuels. On sait que maintenant, cette recommandation, elle est obsolète, mais on encourage en tout cas les vaccinations dès le plus jeune âge. Les choses importantes, c'est aussi où se faire vacciner, à qui s'adresser si on veut se faire vacciner. Votre médecin généraliste peut vous vacciner, votre gynécologue, la sage-femme, une infirmière sur prescription médicale, et puis les centres gratuits de vaccination, les centres de planification et d'éducation familiale, et les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles qui peuvent être indépendants ou rattachés aux hôpitaux. Merci de votre attention sur cette présentation. On vous a mis un petit questionnaire d'évaluation. Donc, si vous pouvez prendre quelques minutes pour flasher et compléter ce questionnaire. Et puis, le docteur Dréan et moi-même sommes là pour répondre à vos questions. Si vous en aviez, il faut justement pas hésiter à les poser. Voilà. Oui, pardon. Je disais, par exemple, pour une famille un jeune qui a débuté la vaccination avec la première injection et pas la deuxième, ou les 2 premières et pas la troisième, est-ce que ça gêne par rapport au rattrapage? Est-ce qu'il faut recommencer à zéro? Est-ce que si on a fait la première et puis qu'on a largement dépassé la date du rappel de plusieurs mois, voire une année, est-ce qu'il faut tout recommencer? Est-ce qu'on peut reprendre les choses en cours? Voilà. Alors, la médecine s'est accordée pour dire que désormais, chaque dose vaccinale faite comptait dans le schéma vaccinal qu'on allait rattraper. C'est vrai que l'idéal, c'est de faire le schéma en moins d'1 an en termes d'efficacité. On sait que c'est prouvé et démontré. Maintenant, je pense qu'on n'a rien à perdre dans tous les cas à rattraper une dose, même si elle est un peu tardive, tant qu'on est dans les recommandations. Moi, j'encourage dans tous les cas. Maintenant, les preuves d'efficacité, elles ne sont pas démontrées. Elles sont démontrées avec un schéma vaccinal respecté, forcément. Oui. Voilà, donc dans l'idéal, et c'est pour ça que quand on initie la vaccination, on précise bien aux gens qu'il faut respecter ce schéma vaccinal 0-6 mois ou 0-2-6 mois,
qui sont des intervalles minimales, je répète bien, parce que c'est vrai que les gens disent mince, je suis venue, ça fait 3 mois, c'était à 2 mois. Non, c'est pas grave. C'est des intervalles minimums qu'il faut respecter. Et dans l'idéal, vraiment, cette année, elle est importante. Maintenant, effectivement, il n'y a pas de gravité, si ce n'est qu'on peut perdre effectivement en efficacité. Ça va être vraiment là l'importance et de l'information à donner au patient, c'est de lui dire que si on parle d'intervalle à respecter, c'est pour une efficacité D'accord. optimale. Est-ce que vous remarquez qu'il y a vraiment une augmentation de la vaccination chez les garçons? Parce que nous, enfin, je me fais un peu le porte-parole des infirmières que j'ai vues aujourd'hui. J'ai vu un groupe d'infirmières aujourd'hui qui me disent qu'elles ont remarqué, elles, au niveau des infirmeries, quand elles font les visites de dépistage et qu'elles regardent les carnets de vaccination, elles ont remarqué qu'il y avait une augmentation de la vaccination HPV quand même sur les élèves qu'elles reçoivent et justement des garçons. Donc, je ne sais pas si vous le remarquez de la même façon. Oui, 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 moi je le remarque. Alors après, on n'a pas beaucoup de recul puisque c'est que depuis 2 ans hein, que vraiment les garçons ont eu cette ouverture vaccinale. Mais effectivement, moi je les trouve plutôt très concernés et ils ont à cœur de se protéger eux et de protéger leurs futurs partenaires. Et c'est souvent d'ailleurs là-dessus qu'on peut appuyer notre argumentaire quand on parle de vaccination. C'est de les protéger eux et de protéger leurs futurs partenaires. Et ça, c'est assez, on le voit hein, chez la population jeune, ils sont très, très réactifs à ça. Oui, c'est assez solidaire. Ouais, c'est Ouais, vrai que c'est une exactement. belle chose. Ouais. Mm. Donc avant, c'était pas remboursé pour les garçons. Donc le remboursement, il date de. Mais ça a été fait là, c'était 2020. 2020, ouais. Oui, c'est récent. Ouais, ouais. Mais parce qu'on prend aussi conscience que le garçon, ben, effectivement, peut contaminer la femme et donc, elle, souffrir après de lésions cancéreuses ou précancéreuses, mais que le garçon aussi, lui, est à risque de développer des lésions précancéreuses, des lésions cancéreuses ou des condylomes. Les condylomes, ce sont des verrues donc liées au papillomavirus, hein, qui ne sont pas cancéreuses, et c'est 50 000 cas par an d'hommes concernés, 50 000 femmes par an. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est important aussi de leur expliquer parce que bien que ce ne soit pas cancéreux, ces lésions-là, elles peuvent être très invalidantes sur le plan de la sexualité, sur l'estime et l'image qu'on a de soi. Nous, on le voit en consultation beaucoup. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles je trouve que c'est important de développer en tout cas cet argument-là pour les aider en tout cas se décider à se vacciner et qui se sentent concernés aussi s'ils ne se sentaient pas jusque-là, quoi. D'accord. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez des petits flyers ou des petits. Parce que à l'époque, au moment où il y avait la recrudescence de la rougeole, on recevait dans les infirmeries, on avait eu des petits flyers qu'on pouvait distribuer. Quand on fait les visites, on met dans le carnet de santé et pour contacter les familles. Je ne sais pas si ça existe pour le papillomavirus, mais ce genre de flyer, ça peut avoir un impact aussi au niveau des familles pour Alors, du coup, dédramatiser. Santé publique France a fait un document du coup qui est commandable gratuitement pour vos institutions notamment, qui est très bien fait et qui explique effectivement que les garçons sont aussi directement concernés par certains cancers, là, comme vient d'expliquer Caroline. Il est. Non, alors, ouais, je vais aller chercher, j'ai juste à côté. Non, c'est pas urgent, vous pouvez me l'envoyer par mail ou. En fait, il faut que vous alliez sur le site de Santé publique France. Moi, je ne l'ai pas en format numérique. Il est vraiment téléchargeable là-dessus. Il est très bien, et notamment des chiffres par rapport au cancer de l'anus, du pénis. Et donc, du coup, ça permet vraiment de mettre ça en lumière et d'expliquer ça, ouais. Avec les recommandations, effectivement, que vient d'expliquer Caroline sur les âges, le nombre de doses, etc. D'accord.
À savoir que là, c'est pour la population générale. Il y a des recommandations pour les enfants ou adolescents en attente de transplantation d'organes solides où on peut vacciner à partir de 9 ans. Ah, d'accord. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des questions. Des parents, Ouais. quelques parents qui sont là, peut-être que on peut leur laisser la parole. N'hésitez pas. Hein. Moi, je me posais une question pour le coup de comment c'est abordé en consultation avec le médecin généraliste, parce que je présume que c'est plutôt là que c'est abordé en premier. Et du coup, est-ce que tu as connaissance que ça puisse permettre finalement d'ouvrir des discussions sur la sexualité avec ces enfants? Alors, c'est vrai que c'est pas évident parce que, alors moi, je travaille au centre de dépistage de l'hôpital de Bayonne. Donc moi, je suis biaisée. Les gens, les personnes qui viennent en consultation viennent parler de sexualité, d'IST, etc. Je sais qu'en consultation, c'est pas toujours évident. Alors, on se sert pas mal des consultations liées aux certificats médicaux, aux demandes de certificats médicaux d'aptitude à la pratique physique pour qu'on puisse effectivement discuter vaccins, les rappels des 11-13 ans, etc. Et puis, ben, on parle du coup du papillomavirus. Alors, c'est vrai qu'on sait qu'aussi, il y a une barrière, c'est d'envisager la sexualité de son enfant. Donc, on sait que ça aussi, il y a des parents qui disent, ah non, mais nous, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de rapport sexuel, etc. Donc, c'est tout un moment où il faut essayer d'expliquer justement, ça se fait avant, c'est encore mieux de le faire avant. Mais c'est pas évident de trouver le moment forcément pour en parler. On essaye aussi d'avoir des temps seuls avec les enfants, avec les ados, quand on les voit en consultation, pour discuter de choses et d'autres. Ça dépend de la maturité aussi de l'enfant, de si on ressent qu'il y a un échange qui peut se faire, qu'il a envie ou elle a envie d'avoir avec nous, des questions aussi à poser, parce que je pense que ce qui est important, c'est ben, en fait d'ouvrir la porte et de dire ben, on est là pour pouvoir en discuter. Et si c'est pas maintenant, eh ben, ce sera un autre moment. Mais vous savez que nous, on est là en mesure d'entendre. Ben, si vous avez des questions, des interrogations, des craintes, parce que ça aussi, il y en a beaucoup qui n'osent pas forcément les formuler, ben, on est là pour en discuter. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident d'aborder ce sujet. Maintenant, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus bah, de discussions, il y a beaucoup plus de parutions en fait de papiers sur la vaccination pour les garçons, pour les filles. Il y a beaucoup de communication qui se fait. Et donc, bah, il y a des gens qui viennent en parler en consultation spontanément même et qui demandent des infos. Ouais, ouais. Ok. Voilà. Alors, on voit qu'on a une Petit remarque sur, commentaire. même si tout ça fait très peur, vaccins et virus. N'hésitez pas si vous avez des questions justement pour essayer de vous rassurer. Nous, on peut peut-être répondre à ces inquiétudes et Par rapport au virus, peut-être, docteur Dréan, sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, enfin, du coup, voilà, des suites que peut Ouais. effectivement avoir En fait, ce la qui est présence d'un intéressant HPV. dans cette question, c'est qu'on voit enfin, dans cette remarque-là de la personne qui a le Samsung, là, c'est que le Covid, en fait, finalement, a fait prendre conscience à pas mal de personnes que les virus existaient et que, il peut y avoir un impact sur la santé, que ce soit la santé perso, voire de population. Et je pense que c'est beaucoup plus facile en consultation d'expliquer aux patientes qui viennent pour justement consulter pour un avis pour une infection à HPV et de leur faire
comprendre que alors c'est trop tard chez les patientes que moi je vois parce qu'elles ont plus de 19 ans en règle générale, mais elles posent souvent la question après pour leurs enfants justement en disant ben, et j'ai entendu parler de cette vaccination, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, mon médecin traitant il n'est pas forcément pour, j'en ai discuté avec lui, mais c'est vrai que moi je suis atteint de cette infection, donc qu'en pensez-vous quoi? Moi, j'ai une réponse qui est toute simple, c'est que ben, moi, j'ai vacciné mes enfants, donc c'est que j'ai pas peur de ce vaccin et que je pense il faut franchir le pas, hein. C'est exactement comme pour le Covid, hein, ça protège la population tout simplement. Et du coup, Est-ce sur qu'il y a la d'autres... suite, pour le coup, quand on trouve, quand vous faites un examen et qu'on trouve la trace d'un virus HPV, quelle est la suite? Chez une femme, en l'occurrence, pour vous? Donc en gros, Caroline, elle a rappelé les règles les recommandations de dépistage là, qui sont donc 25 ans, 30 ans frottis, au-delà de 30 ans, c'est un test HPV jusqu'à l'âge de 65 ans avec des créneaux de temps à respecter. Une patiente qui arrive avec un test HP positif et plus ou moins un frottis anormal va avoir un examen complémentaire qui s'appelle une colposcopie. La colposcopie, c'est l'examen du col et du vagin. Donc, il faut mettre un spéculum, donc explorer la filière génitale. Il va falloir mettre des colorants sur le col. Donc, on regarde avec une loupe qui va éclairer. On met des colorants. Donc, ça se fait sans anesthésie, hein, ça se fait en consultation, c'est pas douloureux. Et ensuite, on va pouvoir éventuellement, si jamais il y a un endroit du col ou du vagin qui paraît anormal, faire une biopsie. Pareil, ça se fait sans anesthésie. C'est pas, je ne vais pas dire que c'est pas douloureux, mais c'est sensible, on va dire plutôt. Et on attend le résultat pour savoir s'il y a un précancer. Parce que le but, c'est de découvrir le but du frottis, du dépistage, c'est de découvrir avant le stade cancer, hein, de prendre en charge les patientes quand elles ont un précancer du col. Et ce qui fait qu'on leur évite d'avoir un cancer, parce que la prise en charge d'un cancer est beaucoup plus lourde. Ok, merci. D'où l'importance de Et après, donc, quand une patiente a une colposcopie, en règle générale, si elle est normale, ce qui est la majorité des cas, elle a une indication à faire un contrôle un an après de test HPV ou de frottis en fonction de son âge. Et si jamais il y a une pathologie de précancer qui a été mise en évidence, il faut enlever ce précancer en fonction du grade toujours. Et ça s'appelle une conisation et c'est un geste qui peut être fait sous anesthésie locale. Ce n'est pas un gros geste, c'est pas une grosse intervention. Ok. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut répondre à des inquiétudes, essayer de rassurer ou en tout cas d'encourager ou de répondre à des questions qu'on n'aurait peut-être pas, auxquelles on n'aurait peut-être pas répondu par le biais de cette présentation? Les choses, moi, que je peux peut-être rappeler aussi, c'est on parle d'infections sexuellement transmissibles, mais on a aussi tendance à vraiment parler de marqueurs d'activité sexuelle tant ce virus est fréquent dans la population générale et la plupart des gens va se débarrasser et éliminer naturellement ce virus. Les gens qui vont pas s'en débarrasser, c'est ces gens-là qu'on veut repérer et qu'on veut pouvoir suivre avant qu'ils ne déclarent un cancer lié à ce papillomavirus. Forcément, les gens immunodéprimés sont plus à risque. On sait aussi que les gens qui fument éliminent beaucoup moins bien le virus naturellement parce que le tabac est immunosuppresseur, la nicotine est immunosuppresseur, la fumée également. On sait que a priori la vapote est en exploration, mais aurait aussi un pouvoir comme ça à diminuer cette clairance. L'intérêt d'avoir une hygiène de vie finalement saine sur une activité physique. On sait aussi que le stress peut perturber ce papillomavirus et du coup avoir plus de difficultés à l'éliminer. Donc, c'est plein de choses qui sont à mettre en place pour s'en débarrasser finalement. Et clairement, la première chose qu'on peut proposer, c'est évidemment cette vaccination dès le plus jeune âge
pour justement éviter après d'avoir des difficultés à s'en défaire. Voilà. Alors, quand on découvre le virus, le partenaire doit-il faire des examens? Alors, quand on découvre le virus chez une femme, et ben c'est effectivement, ça peut être sous différentes formes. Soit ça va être sur le frottis, donc sur le col de l'utérus, soit ça va être parce qu'elle a des condylomes. Sur un frottis, bah effectivement, le risque de transmission, il est là, évidemment, puisqu'on sait que préservatif ou non, les rapports sexuels sont un risque de transmission. Malheureusement, chez l'homme, il n'y a pas de dépistage fiable. Il n'y a pas de moyen, en fait, de le dépister parce qu'il n'y a pas de moyen de traiter des lésions précancéreuses liées au papillomavirus. Quand il y a par contre des condylomes chez la femme, bah effectivement, on sait que c'est très contagieux, c'est ultra contagieux. Dès lors que ces condylomes sont présents, c'est important d'en parler au partenaire puisqu'il est à risque d'en développer également. Et là, les petites choses qui sont difficiles avec le papillomavirus, c'est qu'on a une incubation qui peut être très très longue, qui va de quelques mois à quelques années. Donc ça peut poser souci dans des couples, puisqu'on va se dire bah, mon partenaire a eu quelqu'un d'autre, etc. Non, on peut avoir été contaminé très très longtemps auparavant et du coup développer les symptômes beaucoup plus tard. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire la part des choses entre les verrues génitales, pour lesquelles du coup il n'y a pas de dépistage et de test, mais par contre cliniquement chez l'homme, ça peut se rechercher et ça peut se voir. Et donc effectivement, si une femme a des symptômes de condylome, ben, l'homme, lui, il peut s'examiner, s'auto-examiner ou aller voir un médecin et puis en parler, mais il n'y a pas de test sanguin, il n'y a pas de frottis qu'on fait chez le partenaire masculin. Les autres petites choses que je peux peut-être dire, c'est que il y a des pratiques de sexe oral et ça, on sait que désormais, ça fait partie des pratiques qui sont à risque aussi, puisque désormais, dans certains pays, les cancers oropharyngés liés au papillomavirus sont plus importants que les cancers du col de l'utérus. Par exemple, aux États-Unis, on sait qu'il y a beaucoup plus maintenant de cancers liés au papillomavirus dans la zone oropharyngée, et donc qui concernent des hommes hétérosexuels et qui ne consomment pas d'alcool ou de tabac. Donc on sait que effectivement ce papillomavirus, il est présent partout et donc il faut effectivement, quand on a des symptômes chez l'homme, consulter. Mais quand on n'a pas de symptômes, il n'y a pas de dépistage proposé. C'est pour ça que j'en ai bien parlé dans la présentation. Le dépistage, il est uniquement féminin avec le frottis. Mais c'est vrai que c'est important d'en discuter et souvent le fait qu'une femme ait un frottis pathologique, ça amène et ça ouvre la discussion avec le partenaire qui vient, et nous on en a de plus en plus des hommes qui viennent en consultation parce qu'ils sont inquiets, où effectivement il y a des risques, mais on sait aussi que la probabilité d'éliminer naturellement le virus, il est bien là. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut aussi dire parce que il faut pas que l'impact soit trop fort pour impacter justement la sexualité, la relation de couple. Et donc, il faut pas hésiter justement à solliciter le médecin et puis une prise en charge qui peut être psychologique parce que les symptômes peuvent durer dans le temps et il faut pas laisser trop de place à ça dans la relation de couple. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en gros, pour faire court, il n'y a malheureusement pas de dépistage qui existe chez l'homme. Et par contre, s'il y a des symptômes, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin. Voilà. Pour les condylomes, il y a un traitement? Pour les condylomes, il y a un traitement, il y en a même plusieurs. Il y a des traitements médicaux avec des immunomodulateurs ou des crèmes autres qui ont tendance du coup à faire régresser les lésions par le biais de réactions soit voilà immunitaires et qui vont toucher directement cette lésion-là, soit des traitements plutôt chirurgicaux, et ça peut-être que le docteur Dréan pourra en parler mieux que moi, qui vont être du laser, de la cryothérapie en fonction. Alors c'est les gynécos, les dermatos qui peuvent le faire aussi. Et c'est pas parce qu'on utilise l'un que l'autre ne peut pas se faire, parce qu'on sait que ces lésions peuvent être parfois difficiles à traiter, justement.
pas rajouter grand-chose parce que tu as tout dit. Effectivement, la cryothérapie, ça marche bien. Les immunomodulateurs, ça marche bien, mais c'est difficilement tolérable souvent parce que c'est un traitement assez long et qui est un peu abrasif sur le plan des muqueuses et cutanées. Et puis après, il y a plein de vieux traitements, condyline, etc., là, qui étaient bien, enfin, où certains acides qui étaient utilisés. Le truc, c'est qu'un condylome, souvent, on dit quand on a un condylome une fois, ben, on va le traiter, puis ça va réapparaître souvent dans le futur. Donc, ça dépend de l'efficacité de son système immunitaire. Donc, soit on arrive à se débarrasser de ce virus, soit on a été vacciné, justement, soit ça peut être un petit peu embêtant. Après, ça n'a pas de conséquences, hormis pendant la grossesse, une femme enceinte avec des condylomes relativement volumineux pourrait avoir un impact sur la voie d'accouchement. Donc, parfois, ça c'est rare, hein, mais on est obligé de faire une césarienne dans certains cas. Et les petits condylomes ne contre-indiquent aucunement la voie d'accouchement par voie basse. Ok. D'autres questions, peut-être? Non, je pense que du coup, cette présentation a été très claire. Désolée, je suis arrivée en retard. Je vois derrière vous. Ah oui, ah ouais, là, il faut voir à l'envers, d'accord. Vous vouliez peut-être qu'on refasse alors 3 injections? Oui, c'est ça, exactement. De 11 à 14 ans révolus, 2 injections, 0 et 6 mois. Et de 15 à 19 ans révolus, 3 injections, 0, 2 et 6 mois, qui sont des schémas d'intervalle minimum, ce que je répétais au début. L'idéal est de faire ce schéma vaccinal en moins d'1 an dans tous les cas pour une efficacité optimale. Et je pense que là, c'est important aussi de préciser que pour les personnes qui hésitent pour leurs enfants, débuter le plus tôt possible, c'est mieux. C'est le schéma de deux injections entre 11 et 14 ans, parce que le système immunitaire à cet âge-là, il répond un petit peu mieux à la vaccination. Donc, on va avoir une meilleure efficacité à long terme aussi. Donc, voilà, c'est en fonction de l'âge de ses enfants, se dire, bon, bah, ne pas se dire, bon, je ferai ça quand il aura 14 ans, autant le faire le plus tôt possible. L'intervalle, c'est 0 et 6 mois pour 11 à 14 ans. Et effectivement, on a bien vu sur l'étude, là en 2020, hein, la réduction, quand c'est fait le plus tôt possible, on a des chiffres beaucoup plus importants de réduction de risque que lorsque c'est fait plus tard. Donc, on a un rappel à faire autour de 11-13 ans pour le diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. On peut en profiter pour faire 2 injections. Alors, c'est sûr que c'est pas forcément agréable et un moment sympa à passer pour les ados, mais ça peut se faire. On peut faire 2 injections le même jour à 2 zones différentes. Ça peut être aussi différé, il n'y a pas de contre-indication. Ça peut être fait à 2 semaines, à 1 mois d'intervalle. Il y a pas de problème, mais effectivement, comme le disait le docteur Dréan, plus c'est fait tôt, plus ce sera efficace et plus longtemps ce sera efficace. Je crois que du coup, on a fait le tour des questions. Merci beaucoup Caroline, merci beaucoup Dr Dréan d'avoir été là aussi pour répondre à toutes les questions. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées ce soir pour ce webinaire. Voilà. Ben on va mettre fin à la réunion et à l'enregistrement. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.